C'est quoi être dev? Comment pourrait-on quantifier ce métier? Clairement, il ne s'agit pas du nombre de lignes de code écrites. Nous le savons, la meilleure ligne de code, c'est celle que l'on n'écrit pas. Mais si on réduit le nombre de lignes à son strict minimum, à quel moment ce n'est plus du dev? Le dev, c'est avant tout de la conception. Traduire un besoin en solution technique, quelle que soit la technique utilisée. Mais alors, dans quelle bulle vit-on en tant que dev? Va-t-on arrêter de coder? Et surtout, ne serait-il pas temps de se pencher sur un nouveau genre de framework? Pour répondre à ces questions éclatantes, je ne reçois pas Jérôme Kerviel, mais il s'y connaît. En bulle, Emmanuel, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, donc je m'appelle Emmanuel Strachnov et je suis fondateur de Bubble, qui est probablement la première plateforme de no-code qui s'est lancée en 2012 aux États-Unis. Donc j'ai lancé ça avec mon associé il y a maintenant 12 ans et je fais tourner ça depuis 12 ans. Français d'origine, même si j'ai quitté la France il y a un peu plus de 17 ans maintenant. J'ai un peu vécu en Asie pendant 4-5 ans, donc assez longtemps quand même, avant d'aller aux États-Unis. Je me suis installé aux États-Unis maintenant, mais très souvent à Paris. Et ravi d'être là. Écoute, ravi de te recevoir aussi. Qu'est-ce qui a donné l'envie de créer un environnement no-code? Parce qu'il y avait déjà beaucoup de techno qui existaient. Pourquoi faire une techno qui n'utilise aucune techno au final? Parce que le problème qu'on a identifié, c'est que même si les technologies ont beaucoup évolué, et que c'est vrai que depuis les débuts des années 80, en fait, les langages de programmation sont de plus en plus accessibles, c'est-à-dire qu'on est passé des 0 et des 1 à des langages avec des abstractions de beaucoup plus niveau qui font que c'est beaucoup plus facile de programmer, ça prend beaucoup moins de temps à apprendre. Le nombre de programmeurs n'a pas changé de façon fondamentale, c'est-à-dire qu'on est toujours sur un très petit pourcentage de la population qui sait coder, et dans un monde où quand même la création de choses, et puis d'un point de vue plus théorique, la création de valeur passe essentiellement par la technologie, c'est un problème que ce soit juste 1 ou 2% de la population qui puisse le faire. Et donc nous, on voulait résoudre ça. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ce problème-là, on n'est pas les premiers à l'avoir vu. Quand on s'est lancé, d'ailleurs, la façon dont les gens pensaient qu'on allait résoudre ce problème, c'était par l'éducation. Donc il y avait en France, François Hollande parlait du plan codage à l'école en 2014-2015. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'initiatives pour enseigner le code. Code Academy, qui était une start-up lancée à New York pour apprendre aux gens à coder, était d'une certaine façon une façon de résoudre ce problème-là. Et nous, on n'a jamais pensé que ça marcherait, parce que je pense qu'in fine, tout le monde n'est pas fait pour avoir le degré d'attention, je ne sais pas ce qu'on veut dire, d'introversion, pour regarder des caractères sur un écran noir et vérifier qu'on n'a pas oublié une virgule, parce qu'in fine, le code, c'est ça. Et donc, on s'est dit, changeons les outils à la place, et donc c'est devenu un outil visuel. Je pense que et c'est pas du tout nouveau, c'est-à-dire que le passage, ce qui fait que l'informatique est devenue l'informatique aujourd'hui, c'est le passage d'MS-DOS à Windows et et d'Apple qui a introduit l'interface graphique. Donc ça a été prouvé de multiples fois qu'une interface graphique démultiplie l'accessibilité d'un outil. Et donc on voulait faire la même chose sur le code. Là aussi, on n'était pas les premiers d'ailleurs. Nous, je pense que notre innovation est vraiment sur l'exécution. C'est-à-dire que ce qu'on a bien fait, c'est l'exécution. On a aussi attendu suffisamment longtemps pour que les technos rendre ça possible. Mais il y a plein de gens qui, depuis les années 80, ont essayé de créer une interface graphique au-dessus du code. Apple avec HyperCard est probablement la première tentative fin des années 80. Jusqu'à présent, ça n'a pas marché au sens où en 2012, et j'ai envie de dire encore aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que même si la boîte marche bien, on n'a pas encore réussi à faire ce qu'on... on a juste à 1% ou 5% du travail, parce qu'aujourd'hui, les gens apprennent encore beaucoup du code à l'école, et je pense qu'ils ne devraient pas. Ouais. Je pense que les gens qui aiment coder devraient apprendre le code. De toute façon, quand on aime quelque chose, on le fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se forcent un petit peu à apprendre ça, parce qu'en fait, fondamentalement, ce qu'ils veulent faire, c'est créer des produits et pas taper du code. Et donc, ces gens-là, je considérerais que j'ai
j'ai réussi avec Bubble quand ils n'apprendront plus de code et qu'ils feront, j'espère, du Bubble. Mais si c'est pas du Bubble, un autre outil, à la limite, peu importe, mais un outil visuel. Ouais. On a fait juste avant le compilé de l'épisode avec Alexis. Tu dis qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se penchent sur ce métier de codage et qu'il y a un manque de codeurs par rapport au nombre de gens qui veulent créer des produits. Est-ce que tu savais qu'en France, il y a plus de millionnaires que d'ingénieurs? Bah, ça m'étonne pas. Je ne savais pas, mais ça m'étonne pas. Donc c'est plus difficile de devenir ingénieur en France que de devenir millionnaire. Donc j'ai toujours trouvé cette stat assez Mais c'est assez fascinant que malgré les technologies qui sont de plus en plus faciles quand même, parce que de faire du Ruby on Rails ou du React aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile que de faire du C il y a 20 ans. Les efforts à l'école, que ce soit dans les universités, l'école 42, le contenu en ligne, les tutoriaux YouTube, enfin les tutoriels YouTube et tout ça, la proportion de développeurs n'a pas augmenté. Ouais. C'est quand même assez fascinant. Mais aussi, malgré toutes ces couches d'attraction supplémentaires qu'on a ajoutées, est-ce qu'on peut vraiment dire que le métier de développeur ou développeuse, c'est simplifié? Parce que, en fait, tu regardes... Évidemment. Bah oui, mais en même temps, on fait des choses qui sont beaucoup plus complexes qu'avant. On a des volumétries. Enfin, tu vois, la complexité, on l'a reproduite ailleurs. Oui, sur le design d'application peut-être, mais non, mais je pense que c'est beaucoup plus facile d'être un développeur aujourd'hui que ça l'était il y a 20 ans. Hein. Tu penses que le métier est plus accessible à tous, enfin à plus de monde? Oui, mais dans les faits, il n'y a pas beaucoup plus de monde Ouais. qui le fait. Mais quand il s'agissait d'écrire de l'assembleur, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de faire une app en React aujourd'hui, et Bubble en partie encore plus, mais ça c'est un outil un peu différent. J'avais vu une conférence il y a longtemps, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast, qui était intéressante, qui parlait effectivement de l'évolution des langages, et l'intervenant mettait le doigt un peu sur le fait que il y a aussi le fait que ceux qui créent les nouvelles technos et les nouveaux langages ont appris ce métier-là en fait en souffrant, et se disent qu'il est normal que ceux d'après souffrent aussi, Ouais. et en fait perpétuent une façon de faire sans forcément aller chercher une nouvelle façon de concevoir des applications. On essaie de garder nos if, nos else, nos while, nos boucles. Ouais. Je sais pas si c'est on a souffert donc les autres vont souffrir, ou c'est plus on a cette compétence et on veut un peu la garder pour nous personnellement, mais c'est un peu la même chose. Ouais. Mais je pense tout à fait. Et d'ailleurs, alors maintenant, le no-code a suffisamment de traction pour que beaucoup de gens s'y intéressent, en particulier les gens de la Silicon Valley. Mais en 2012, quand on s'est lancé, à l'époque, c'était vraiment, j'ai envie de dire, un peu le pic de la nouvelle génération de développeurs qui voulaient lancer des SaaS et des choses comme ça. Personne ne s'intéressait à ce qu'on faisait dans la Silicon Valley. Nous, on a levé de l'argent très tard. On a bootstrappé, on a autofinancé le business pendant 7 ans, mais on a eu des conversations par-ci par-là avec des investisseurs. Jamais personne n'a été intéressé par ce qu'on faisait pendant les 7 premières années. Parce que pourtant, il y a beaucoup de projets qui sont créés grâce à ce type d'outils. Oui, mais c'était après. Enfin, les outils qui étaient créés, les startups. Alors, nous, en plus, on était vraiment sur un marché où les gens lancent des boîtes sur nous. Donc, on a beaucoup de startups qui se créent sur Bubble. Ça reste aujourd'hui le use case principal. Ces gens-là ne sont pas des gens non plus qui lèvent d'argent. Donc, lèvent de l'argent. Donc, on est assez anti-Silicon Valley par pas mal de côtés. Et le fait qu'on soit lancé à New York, d'ailleurs, était une bonne chose. On aurait été à San Francisco, ça aurait été difficile. Il y a eu beaucoup de résistance quand même de l'écosystème pour ce genre d'outils pendant longtemps. Au final, en fait, avec Bubble, tu crées une abstraction supplémentaire? Parce que en fait, tu parles beaucoup de no-code, mais en fait, il y a quand même beaucoup de code dans Bubble. Donc, le code que nous, on écrit, oui. Ça, évidemment, il y en a beaucoup. Il y a aussi la plateforme extensible. C'est-à-dire que quand Donc, juste pour expliquer un petit peu ce que c'est d'un point de vue... d'un point de vue assez simplifié, c'est assez simple. En fait, l'idée, c'est qu'une application, c'est 3 choses. C'est un design, donc généralement une interface utilisateur, de la logique et une base de données. Il y a quelques applications qui n'ont pas de base de données, mais c'est quand même très rare. La plupart du temps, il faut au moins enregistrer la base d'utilisateur pour que les gens puissent créer un compte, login, logout. Et donc, nous, on a créé une interface graphique, donc une abstraction graphique qui permet aux gens de créer son interface graphique. Alors ça, c'est la partie la moins innovante, parce que Visual Basic faisait déjà ça des années 90, même front page, où en gros, on dessine son application en mettant les différents boutons, images, les formulaires où les gens peuvent taper des choses, les inputs, comme on dit en anglais. La partie workflow, qui est la partie un peu plus innovative de notre côté, où là où Visual Basic, on double-cliquait sur un bouton pour taper du code pour dire ce qui se passait sur un click event, concrètement.
Ça, c'est la partie qu'on a transformée avec un système de workflow visuel. On peut dire quand l'utilisateur clique, alors c'est en anglais, mais quand l'utilisateur clique sur un bouton, enregistrer l'utilisateur, envoyer un email, charger une carte de crédit, et on a précodé ces cases-là. Et après, la donnée, ça ressemble à un petit Airtable, c'est-à-dire qu'on définit les différents champs et ces différentes tables. Et donc, on ne peut pas créer... je parle des éléments sur la page et les actions élémentaires dans les workflows. Par définition, on ne peut pas toutes les créer, nous, parce qu'il y a des choses, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Et donc là, on permet aux gens d'étendre la plateforme. Donc la plateforme est extensible par du code. Donc oui, il y a du code sur Bubble. Dans les faits, c'est 1% de nos utilisateurs qui vont écrire du code. Et après, il y a une marketplace où les gens qui ne savent pas coder peuvent acheter ou utiliser gratuitement selon ce que veulent faire les codeurs sur la plateforme, s'ils veulent le vendre ou le rendre open source. Donc il y a effectivement du code. Mais pour 99% de nos utilisateurs, il n'y a pas de code dans Bubble, non. D'accord. Donc toi, tu te qualifies vraiment comme no-code. Tu ne dirais pas low-code. Oui. Ok. Oui. C'est un peu ambigu parce qu'on permet aux gens de coder, donc il y a du code, mais par contre, pour les gens qui n'utilisent pas ce système de plugin, c'est vraiment no-code. Ouais. Et ce qui est très important parce que dès qu'on retombe dans le pardon d'interrompre, dès qu'on retombe dans le low-code, on s'adresse à des développeurs. Ouais. Alors que nous, on est vraiment pour des gens non techniques. C'est-à-dire que je pense... On a du mal à savoir, mais on fait régulièrement des petites études. On a nos utilisateurs pour le niveau technique. Je pense qu'il y a 80% de nos utilisateurs qui n'ont jamais écrit une ligne de code. 10% qui a dû prendre un cours de code à l'école et 10% qui sont des vrais codeurs. Moi, j'ai eu l'occasion dans mon parcours de croiser des gens issus plutôt d'écoles de commerce, business school et autres, qui avaient quand même une certaine appétence. Et je m'étais souvent, il y a quelques ans, je me disais... Toi, tu aurais fait un bon développeur ou tu aurais fait une bonne développeuse. C'est notre marché, ça. Est-ce que tu penses qu'avec Bubble, tu es aussi une première marche pour ces gens-là, en fait, pour se dire, bah tiens, maintenant, est-ce que je pourrais pas aussi aller creuser un peu plus de JS ou de Python On en voit beaucoup. On voit beaucoup de gens qui font ça, en fait. Qui commencent sur nous et qui, à un moment, commencent à vraiment aimer ça. Et qui, souvent à cause du système de plugin, en fait, parce qu'à un moment, ils veulent créer une action, encore une fois, qu'on n'a pas et qui n'est pas disponible sur la marketplace. Ils disent, plutôt que de trouver un codeur, je vais le faire moi-même. Et du coup, qui rentrent dans le code et c'est très bien. Okay. Encore une fois, si les gens aiment coder, qu'ils codent. Moi, ce que je dis, c'est que les gens qui n'aiment pas forcément coder, mais qui ont besoin de créer des choses, ne devraient pas coder. Donc, tu parlais tout à l'heure du fait que la démocratisation du code, c'est peut-être pas le chemin à suivre, ou en tout cas le seul chemin à suivre. Mais au final, avec ta plateforme, tu permets aussi de démocratiser ou de faciliter l'accès au code. Oui. Mais pour une petite partie de nos utilisateurs, c'est quelques pourcents. C'est pas l'objectif principal. C'est pas l'objectif principal, non. C'est-à-dire que je pense que c'est assez inefficace de réécrire du code pour des... Par exemple, si on s'agit de créer une marketplace, genre un Airbnb quelconque, je pense que Bubble va prendre à peu près 10 fois moins de temps. Donc même si on sait coder, j'ai envie de dire, c'est un peu dommage d'utiliser du code juste l'art pour l'art, parce que c'est, in fine... le plus tôt on peut lancer le produit, le moins cher ça coûte à produire, qu'on le fasse soi-même parce que le temps d'une personne a de la valeur, ou en payant quelqu'un pour le faire, et après ça va plus vite pour itérer sur le feedback des utilisateurs. Donc je milite quand même si on aime coder, pour ne utiliser le code uniquement pour les choses nouvelles. Et là où je pense qu'on peut avoir le plus grand impact en tant que plateforme, c'est que si, at scale, ce que j'espère va arriver, c'est que les gens arrêteront de réécrire du code pour des choses... Alors, ce qui existe déjà avec l'open source. L'open source permet d'éviter de la réécriture de code. Cela dit, le problème de l'open source, c'est que c'est pour d'autres codeurs. Donc le marché est assez petit, en fait. Mais si on crée un monde où les gens ne créent du code que pour des nouvelles choses, et quand ce n'est pas des nouvelles choses, utiliser une plateforme visuelle, espérons la nôtre, qui permet de créer les choses beaucoup plus vite, on aura un impact énorme parce qu'on va libérer beaucoup de temps de cerveau de gens intelligents pour travailler sur des problèmes nouveaux. Ouais. Ah oui, c'est ça. Moi, c'est un truc que je trouve toujours... je trouve qu'il y a une espèce d'ambivalence dans le monde des développeurs et développeuses qui est assez intéressante. C'est qu'on déteste refaire 2 fois la même chose. C'est-à-dire qu'on a une tendance à se dire, si je fais 2 fois la même chose, je préfère passer une semaine à essayer d'automatiser ce truc-là. Parce que tous les codeurs sont des gens pareils. Complètement. Et donc, on a tendance... tu vois, tout ce qui est effectivement boilerplate, quand on lance un projet, c'est des trucs qui sont hyper casse-pieds. On n'a pas envie de les faire. Et donc, on a nos librairies, on a nos frameworks qui existent. Mais il y a un moment et que j'arrive pas difficilement à identifier, parce que quand tu parles de WordPress à un développeur, il va te dire moi je veux pas de WordPress, je veux faire les choses moi-même. Oui, mais à quel moment en fait tu décides que il y a des choses que tu veux pas faire et des choses que tu veux faire quand même si pourtant tu pourrais ne pas les faire et te consacrer à quelque chose. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a une espèce de frontière bizarre, quoi. Je pense que c'est assez personnel sur les différentes personnes, mais oui, je vois tout à fait de quoi tu parles. Et donc avec Bubble, en fait, c'est quoi? C'est une nouvelle couche d'abstraction? C'est un nouveau framework qui est encore plus
t'as encore plus de boilerplate que ce que t'avais quand tu lançais un Symfony ou, C'est ça, les deux. Parce que c'est pas mutuellement exclusif, c'est ça. Oui, moi je vois ça vraiment comme c'est une abstraction au-dessus de HTML, JavaScript et CSS en gros. Alors, on n'est pas sur. On utilise React maintenant, donc on pourrait dire au-dessus de React, mais à la limite, peu importe. Mais sur la techno fondamentale du web, qui est vraiment le HTML, le CSS et le JavaScript, pour le front-end. Donc oui, on a une couche au-dessus. On est d'ailleurs, je pense, beaucoup plus proche du JavaScript que JavaScript est proche de l'assembleur. Parce que les concepts du JavaScript, ça va être, ou d'HTML, ça va être un div sur la page ou des choses comme ça. Bon, sur Bubble, ça sera un bouton. Mais en fait, la différence entre un div et un bouton est assez faible, en fait. Je pense que le fait de l'appeler un bouton fait une énorme différence pour l'utilisateur, en particulier quelqu'un de non technique, parce qu'un div, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Un bouton, ils savent ce que c'est. Et c'est un peu l'idée fondamentale de Bubble, c'est d'utiliser des concepts que les gens connaissent, parce que tout le monde aujourd'hui, et quasiment tout le monde est ce qu'on dirait en anglais digitally native, parce que ça fait 20 ans qu'on utilise des sites internet pour réserver un appartement sur Airbnb, un hôtel, un billet de train, enfin toutes ces choses-là. Donc les gens, en fait, même s'ils ne s'en rendent pas compte, la plupart des gens ont été formés pour penser en termes produits et savent ce que c'est qu'un élément bouton, un élément carte ou des choses comme ça à mettre sur une page. Mais encore une fois, on est beaucoup plus proche du JavaScript que le div est proche des 0 et des 1, qui est in fine ce que le processeur va comprendre. La raison pour laquelle les développeurs traditionnels, les codeurs, ont un peu de mal avec c'est la rupture en fait entre ce que je dirais en anglais text-based, donc textuel, donc c'est des caractères et du code généralement sur un écran noir ou blanc selon les préférences des gens, et une interface graphique. Et du coup, les gens voient une rupture là, ce qui fait que les gens pensent que le no-code et le code sont très éloignés. Mais encore une fois, je pense que nous ce qu'on fait, et le no-code façon Bubble, parce que le no-code maintenant est un espace assez vaste où il y a quand même beaucoup d'outils différents, mais le no-code façon Bubble, et encore une fois, c'est de la programmation, c'est juste pas avec du code, mais avec la souris. Et encore une fois, très proche, finalement très proche des techno web que les gens utilisent aujourd'hui pour créer des web apps. Et cette rupture, en fait, ce que tu présentes comme une rupture, en fait, c'est revenir à ce que tu évoquais tout à l'heure de une volonté de préserver un peu son précaré. Tu vois ça comme une... Je pense, ouais. Je me rappelle dans les années, c'était peut-être 2013, 2014, on voyait des outils qui sortaient sur Producted pour, je sais pas, commander un café par la ligne de commande, enfin des trucs totalement débiles entre nous, mais qui étaient assez représentatifs de ce fantasme de la ligne de commande. C'est un peu moins vrai maintenant, mais dans les cafés, en particulier aux États-Unis, à San Francisco, où tu voyais quelqu'un taper du code, les gens disaient waouh, il est super smart, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'en fait, la personne ne fait pas forcément des choses très profondes. Il y avait une certaine fascination pour le code, qui a été, enfin Barack Obama, on le voyait avec une casquette code.org, qui est une ONG aux États-Unis pour enseigner le code. Il y avait une vraie fascination pour ça. C'était vraiment, Barack Obama a écrit du JavaScript. Et du coup, oui, je pense que cette fascination fait qu'il y a un côté un peu protecteur des codeurs collectivement qui voulaient garder ça. Mais c'est un accident de l'histoire qui ne va pas durer. Ce qui est marrant, c'est déjà moins vrai d'ailleurs. Ouais. Ça me fait penser à... Il y a quelques jours, quelques semaines, je crois que j'ai vu passer une vidéo sur TikTok d'une espèce de concours où les gens... Une espèce de concours sur Excel. Et en fait, les gens sont intégralement au clavier. Ils n'utilisent jamais leur souris. Donc, ça fait un bruit pas possible du coup, mais ils font un nombre de trucs purement au clavier. Et il y avait quand même une espèce de se dire, waouh, quand même, ils font tout au clavier. C'est un peu... tu vois, ils n'utilisent pas la souris, c'est ouf. Mais en fait, c'est quand même vachement pratique, la souris. C'est une super invention, quoi. Ah bah oui. C'est ce qu'ils ont fait. C'est Xerox, je crois, qui a fait ça. C'est ouais. ça encore une fois, je pense que le Windows et Macintosh est ce qu'a fait l'informatique moderne aujourd'hui. Et sur les téléphones, l'iPhone et Android, mais l'iPhone d'abord, principalement, de mettre une interface graphique et d'avoir des accès, des méthodes d'input intuitives, et donc la souris en particulier a un impact énorme sur les choses et démultiplie la démocratisation des outils. Ouais. Ce que j'évoquais un petit peu en intro, c'est que le métier de développeur, c'est au final, c'est pas uniquement une question de nombre de lignes de code tapées, c'est avant tout une capacité à traduire un besoin, une demande, enfin on peut l'exprimer comme on veut, en une solution technique. Ce que tu permets effectivement de faire avec Bubble, en utilisant donc exclusivement la souris si on a envie.
Donc, se pose effectivement la question de est-ce que c'est est-ce que c'est être développeur que d'utiliser Bubble ou pas, mais se pose aussi la question de en fait, tu vois, si on tire le trait, tu as parlé tout à l'heure de front page, de Visual Basic et compagnie, la fameuse époque des WYSIWYG, où les développeurs ont tendance à dire ouais, mais en fait, c'est du code pas propre qui est généré. Oui, c'est mais pas... ça, je l'entends encore aujourd'hui avec Bubble, ça. Mais parce que ce que je trouve intéressant avec l'approche de Bubble, c'est qu'au final, t'es pas tant que ça, t'es pas sur de la génération de code, en fait, au final. Tu génères pas de code. Non, c'est interprété, c'est pas compliqué. Mm. Mais j'ai envie de dire, c'est un détail. De l'histoire. Non, c'est pas ça, mais c'est un détail qui ne devrait pas être important pour nos utilisateurs. Mm. Il est possible qu'un jour on aille vers la compilation, parce qu'il y a des avantages à compiler. C'est beaucoup de boulot et on ne fait pas tout de suite, mais on génère pas de code. Oui. Cela dit, à un point de vue macro, je pense qu'il y a trop de lignes de code qui sont créées dans le monde, parce que chaque ligne de code est un asset, mais c'est un actif, mais un passif aussi. C'est-à-dire qu'après, il faut la maintenir. Donc, moins il y a de code, mieux c'est. Ouais. Et est-ce que, donc, toi, est-ce que les gens qui utilisent Bubble se qualifient de développeurs? Tu vois, est-ce qu'il y a une guerre de terminologie? Un peu. Oui. Alors, il se définit clairement développeur. Après, il s'appelle Bubble. On a un joker, en fait, pour la communauté, parce qu'on a une communauté assez forte où les gens s'appellent des bubbleurs, qui est une façon un peu d'éviter le problème-là. Ce problème-là, parce qu'ils pensent clairement qu'ils sont des développeurs, des créateurs d'applications. Mais par contre, ce n'est pas des codeurs. D'ailleurs, notre thèse fondamentale, en fait, c'est que développeur et codeur, c'est deux choses différentes. Développer, c'est créer des applications, quelle que soit la plateforme. Codeur, c'est de mettre ses mains sur un clavier et de taper du code. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais ça, c'est nous qui le disons. Le monde ne voit pas forcément les choses de cette façon encore. Et on a encore du travail d'évangélisation à faire. Et donc, généralement, quand les gens disent développeurs, on imagine des codeurs. Du coup, nos utilisateurs sont parfois un peu embarrassés parce que s'ils s'appellent développeurs mais qu'ils savent pas coder et que les gens les testent sur code, ça va pas marcher. Donc, ils s'appellent des bubblers. Mais créer un nouveau métier, ça c'est quelque chose qu'on a déjà réussi à faire parce qu'on a un écosystème maintenant assez fort de Bubble ou alors il s'appelle Bubble Developer d'ailleurs, Bubbler ou Bubble Developer. Mais les développeurs Bubble, qui est un métier maintenant, où il y a des gens qui recrutent des gens, tout ça, on a créé une nouvelle catégorie de métier. Il faut juste maintenant la faire suffisamment grandir et changer les esprits pour qu'on ne se batte plus sur la terminologie. Mais déjà qu'on parle de développeur Bubble, parce qu'au final on parle de développeur React, de développeur... voilà, donc ça on a ça déjà. Ça commence à s'intégrer au paysage. On a ça, on a des écoles qui enseignent du Bubble. Il y en a beaucoup en France d'ailleurs, parce qu'on a une communauté en France assez forte. On a un programme de certification qu'on fait tourner de notre côté, parce que je pense que la certification est quelque chose qui doit être contrôlé par nous, pour certifier les gens, pour être sûr que c'est des bons, parce qu'il y avait dès qu'il y a un écosystème, il y a des charlatans partout. Donc c'est une catégorie qui a déjà émergé. Ouais. Mais encore une fois, toi, ta population cible, c'est pas les développeurs. C'est pas les codeurs d'aujourd'hui. C'est pas les codeurs d'aujourd'hui. Exactement. Même s'ils veulent venir, très bien. Mais c'est pas pour eux qu'on crée le produit. Parce que ça, c'était surtout important dans les débuts de la boîte, en fait. Alors, aujourd'hui, c'est moins vrai. Mais aujourd'hui, je voulais même pas de codeurs, en fait. La difficulté avec les codeurs... c'est que comme ils peuvent de toute façon créer l'application, tu vas leur vendre un outil qui va leur permettre d'aller plus vite, mais généralement, quand un outil permet d'aller plus vite, il permet de faire moins de choses. D'ailleurs, aujourd'hui, Bubble permet de faire moins de choses que le code, par définition. Chaque nouvelle abstraction, parce qu'on parle pas mal d'abstraction, permet d'aller plus vite, mais de faire moins de choses. On peut faire moins de choses en JavaScript et React qu'en assembleur. En assembleur, on peut faire concrètement n'importe quoi, ce qui n'est pas du tout le cas de JavaScript. Mais chaque chose te demande plus de temps à faire. Mais ça demande plus de choses à faire. Mais du coup, le problème quand on travaille avec des codeurs, c'est que surtout quand on a une plateforme assez nouvelle qui, par définition, a pas mal de limitations. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins parce qu'en 12 ans, on a rajouté beaucoup de fonctionnalités. Les développeurs assez vite vont se plaindre. Déjà, les développeurs sont des gens les codeurs, pardon, ce sont des gens assez chiants en général. On dirait exigeants. Et voilà, ils sont exigeants, disons. Et ils cherchent toujours la petite bête. Et quand ils savent que de toute façon, ils peuvent trouver une façon de le faire eux-mêmes, assez vite on dit, bon allez, il y a trop d'imitations, je m'en vais. Tandis que si on va vers les gens qui ne savent pas coder, eux... même au tout début de la boîte, quand la boîte avait 1 ou 2 ans et franchement ça faisait pas grand chose, c'était pas joli, c'était lent, il y avait plein de bugs et tout ça, c'était génial pour eux. Ils regardaient ça avec des yeux d'enfants en disant je pouvais rien faire, maintenant je peux faire quelque chose. Donc là où les développeurs voyaient les limitations, les non-développeurs, les codeurs voyaient les limitations, les gens non techniques voyaient je pouvais rien faire, maintenant je peux faire quelque chose. Et donc c'était beaucoup plus facile de développer le produit avec des gens comme ça parce qu'il y avait de l'enthousiasme et des gens qui étaient prêts à accepter nos limitations.
Ce que les développeurs au début n'étaient pas prêts à faire. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'on a quand même, au bout de 12 ans, enlevé énormément de limitations. Il n'y a plus beaucoup de limites en termes de comportement d'application sur Babel. Donc maintenant, les développeurs, je suis très content de les avoir. Mais les gens pour lesquels j'ai créé le produit et les gens, et je répète ça à l'équipe tout le temps parce que c'est assez difficile de garder ça, vu qu'on a quand même beaucoup d'ingénieurs en interne, de leur dire on ne crée pas la plateforme pour des ingénieurs, des codeurs. On crée vraiment la plateforme pour des gens non techniques qui ont besoin d'un produit. Cette histoire me fait penser en fait à l'arrivée de l'iPhone et de l'iPad, où il y a plein de gens extrêmement geeks, on va dire, qui tendent à dire que l'iPad c'était nul parce qu'on ne pouvait pas installer les applications qu'on voulait, parce que c'était hyper fermé comme environnement et compagnie. Là où pour plein de gens c'était en fait c'est cool, c'est-à-dire que je risque pas de casser mon appareil, je peux pas installer n'importe quoi, donc je peux pas installer un truc qui marche pas, qui va tout casser, qui va... donc il y a... Exactement. Je pense que de lancer des nouvelles technologies... D'ailleurs, pour parler un peu de venture tout à l'heure, généralement, ce qui se disait beaucoup dans la Silicon Valley dans les années 2010, c'est qu'ils ne voulaient pas investir dans ce qu'on appelait les developer tools, donc les outils pour codeurs. Parce que concrètement, tu as Docker par exemple, très belle histoire, française aussi d'ailleurs, le fondateur est français. Ça n'a pas été un succès commercial exceptionnel. C'est assez difficile de créer des outils qui marchent très bien pour les codeurs, parce que les codeurs sont des gens, comme tu le dis de façon politiquement correcte, exigeants. Exactement. Mais une fois que la technologie se mature, ils ont beau être exigeants, ils sont pas cons, et à un moment ils se rendent compte quand même que finalement c'est le nouveau standard et que ça marche très bien, qu'il y a plein de choses à faire, ils se plaignent plus. Mais ça peut prendre 10 ans. Et nous, c'est ce qu'on a vu à peu près au bout de 10 ans. Donc il y a quand même... dans ton discours, j'entends que tu cibles pas les codeurs, que tu veux pas créer un produit pour eux, mais qu'au final, c'est un produit qui peut aussi servir cette population-là, oui. En se concentrant du coup exclusivement sur les choses qui ont de la valeur et qui apportent quelque chose à l'application ou au service. Si on regarde un peu l'historique, moi j'ai commencé à développer dans le web en 94. À l'époque, on disait que les gens qui faisaient du JavaScript n'étaient pas des vrais devs, parce que c'était du scripting, c'était un petit truc. Aujourd'hui, tu prends un dev React qui au final ne fait que du JavaScript. Il y a quand même un niveau de complexité et de problématiques qui sont hyper taffées. C'est devenu un métier à part entière avec tout un tas de sous-spécialités et autres. Parce que il y a eu ce travers de développeurs qui sont arrivés là-dedans et qui ont commencé à ajouter des frameworks, des complexités, des capacités, des machins. Est-ce que toi, tu essayes de prévenir ce risque-là, d'avoir des codeurs qui viennent te polluer ton produit en te disant il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on puisse faire ça, et qui en fait t'ajoutent un truc qui devient de plus en plus... Oui, c'est inévitable et ça demande une forte discipline en interne. Donc c'est là où il faut répéter aux équipes pour qui on produit ce qu'on appelle la persona, donc l'utilisateur type, et on répète je répète tout le temps à l'équipe, on est pour des gens qui ne savent pas coder, donc attention, n'introduisez pas de façon sans faire attention en gros des concepts qui vous parlent parce que vous êtes technique, parce que c'est pas ce qui marche avec nos utilisateurs. Et effectivement, on a une communauté qui est extrêmement active et qui n'est pas avare en feedback, et on a une idée, donc on a beaucoup d'idées qui viennent de nos utilisateurs. Et c'est une lutte de tous les jours de résister à ajouter certaines fonctionnalités qui, on pense, ne sont pas nécessaires. Après, il y en a beaucoup qui le sont aussi, donc c'est ce qu'on appelle en anglais un judgment call qu'on doit faire. C'est une question de jugement que tous les jours, enfin, c'est des petites décisions produits qu'on doit prendre tout le temps pour éviter justement d'avoir un outil qui va trop vers la complexité, sachant qu'on est déjà assez complexe par rapport à la plupart des outils no-code. C'est-à-dire que je pense que de tous les outils sur les plateformes no-code, on est le seul qui, pour moi, vraiment est de la programmation, alors que les autres, c'est des outils visuels qui permettent de faire des choses, mais qui sont beaucoup plus cadrés, où on ne peut pas vraiment faire de la programmation. La grosse différence entre Bubble et les autres outils, c'est qu'on peut faire des bugs sur Bubble. C'est-à-dire que si on va faire ses workflows mal, et d'ailleurs on a un débugger qui permet d'exécuter les workflows action par action, qui est un peu l'analogue du débugger ligne par ligne en code traditionnel, parce qu'on peut se planter. Donc on est déjà assez complexe. Et notre approche est de ne pas avoir trop de limites, parce qu'on veut que les gens restent sur la plateforme pour toute la vie de leur produit. Mais il faut faire attention de ne pas en rajouter trop et pas d'exposer des choses que les codeurs demandent qui
ils le veulent parce qu'ils sont familiers avec ces concepts, parce qu'ils viennent d'un ancien monde qui est le monde du code, mais qui ne, je pense pas, créent de valeur pour les utilisateurs en général. Ok. Bah, du coup, en fait, ça y est, l'union des métiers, elle se fait là. Je sais pas si tu te souviens où tu avais vu passer que je crois que c'est Bill Gates qui disait que le métier d'un développeur, c'est de créer des bugs. Parce qu'en fait, tu crées une app qui n'existait pas avant, qui du coup contient des bugs qui n'existaient pas avant, Ouais, et qu'en ça, fait, c'est- quand tu devs, tu ne fais qu'ajouter des bugs. Bubble, c'est pareil. Donc, bah, félicitations, tu permets effectivement à tes utilisateurs de créer des bugs supplémentaires à la totalité des bugs qui existent. Ouais. Et de former, je parlais au début de l'éducation, parce qu'il y a un aspect d'éducation encore une fois assez fort avec ce qu'on fait, de former les gens à utiliser le debugger est un de nos challenges, parce que c'est important que les gens se rendent compte que quand ils sont sur Bubble, ils font de la programmation. C'est juste pas de la programmation qui est textuelle, où on tape du code sur un clavier, ça se fait plus avec la souris, mais c'est de la programmation. Ah oui, donc il faut aussi avoir ce paradigme-là effectivement, le temps qu'on passe à débugger, c'est comme tu disais tout à l'heure, on cherche des virgules, mais au final, c'est effectivement du débugage. C'est une... vous sentez que vous perdez des gens sur ce truc-là, sur le fait que cet acharnement à se dire, OK, il y a un problème, faut que je trouve, faut que je comprenne, faut... Ah bah oui, toujours. C'est-à-dire que dès qu'on crée quelque chose, que ce soit une application ou une feuille Excel ou n'importe quoi, qui n'a pas le comportement escompté, tu vas perdre des gens forcément. Oui. Ouais. Et donc il faut les former à réparer leurs propres erreurs. Vaste sujet. Tu as évoqué aussi un truc que je trouve intéressant tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ton produit, il est créé par des devs, et donc il faut créer un outil qui est fait par des devs, qui est censé, alors pas les remplacer, hein, on s'entend, mais d'une certaine façon, il y a Non, il y mais a un peu de les ça. rendre non nécessaires pour beaucoup de tâches. Et comment tu fais pour qu'ils aient ce mindset et t'assurer qu'effectivement, ils ne rajoutent pas de la complexité qu'ils ont naturellement en se disant, bah, c'est comme ça qu'il faut faire un site. Avec une équipe produit, une équipe design qui surveille ce qui se passe. Et c'est une question de recrutement in fine, parce que de trouver des ingénieurs qui sont très alignés avec la mission et qui comprennent l'intérêt. J'ai envie de dire, c'est très difficile, je pense, très tôt. Et j'ai vu pas mal de tentatives de faire la même chose qu'on fait par des ingénieurs, en particulier à San Francisco d'ailleurs, parce que quand je disais que la Silicon Valley n'était pas intéressée par ce qu'on fait, c'est pas vrai. Il y a quand même 2 boîtes qui sont lancées en même temps que nous, 1 an après nous, où très vite je les ai vus partir dans un truc pour développeurs et ça n'a pas pour codeurs, et ça n'a pas marché. Donc je pense que très tôt il faut faire très attention, et le fait que ni moi ni mon associé qui s'appelle Josh on venait d'un background technique traditionnel, c'est-à-dire aucun de nous deux avait bossé dans des boîtes tech avant. Josh était plus technique que moi à l'époque, mais il avait fait de la philo, enfin, il venait pas forcément d'un background très traditionnel, a été une force pour nous. Donc c'est très important au début. Après, quand on est une boîte de 150 personnes et qu'on embauche des ingénieurs, le produit est déjà établi, on a déjà une structure, donc il faut surveiller qu'on ne rajoute pas des fonctionnalités qui ne sont pas nécessaires juste pour faire plaisir aux codeurs. Mais il y a assez peu de risques que ça dérape trop, au sens où si tu n'as que 2 personnes et que tu parles trop à des codeurs à l'époque et que tu commences à créer pour eux, là ça dérape et ça ne marche pas. Ouais. Bon, les auditeurs et auditrices le savent, moi je parle souvent d'outils no-code à ce micro, même si je suis développeur, parce que je trouve que c'est des outils formidables, et je recommande toujours à tout le monde d'essayer ces outils-là. J'ai vu effectivement pas mal d'outils apporter des concepts de staging, de version de pré-prod, On a ça aussi. Ouais. de log et compagnie. Ouais, mais tu vois, au final, ça reste des pratiques. Tu vois, on voit quand même certaines pratiques du métier de dev qui... Oui, parce qu'il y a certaines pratiques du métier de dev qui ne sont pas stupides. Il faut avoir plusieurs environnements, il faut avoir plusieurs versions, il faut pouvoir avoir, un peu comme Git, ce qu'on a sur Bubble, des différentes branches, comme on dit en anglais, où on peut modifier des morceaux de l'application, les merger, enfin tout ça. C'est d'ailleurs le truc plutôt marrant de ce qu'on fait, c'est qu'on prend, je trouve, le mieux du métier de codeur et on le met dans les mains de non-codeurs. Je trouve ça c'est super. Moi, je suis très content de ce que je fais tous les jours. Ouais, j'imagine. Après, toujours la question étant est-ce que ce que toi tu choisis comme étant le mieux est effectivement le mieux pour tout le monde? Ça reste toujours c'est un choix que tu prends. C'est là où la création de produit, c'est quand même il y a une intuition et un goût pour le produit qui est assez important, parce qu'il n'y a pas de c'est difficile. J'ai essayé de voir si on pouvait codifier certaines choses pour permettre aux équipes de prendre des décisions sur certains principes. Donc on a certains principes du UX et de décision produit, mais in fine, c'est quand même beaucoup une question d'intuition et de goût qui
alors après, c'est pas beaucoup de décisions. C'est pas genre chaque petite décision a ça. C'est plutôt des grosses directions qu'il faut prendre. Donc c'est peut-être 5-6 décisions par an. Hein. C'est pas non plus quelque chose qu'on fait tous les jours. Mais où, in fine, ça revient de l'intuition. Ouais, je vois. Et de la vision produit. Le métier de développeur et de développeuse est un métier qui est en train de subir, alors peut-être pas un tsunami, mais en tout cas, il y a un certain tremblement qui est en train de s'opérer avec l'arrivée des LLM, des copilotes et autres, où il y a quand même une certaine fébrilité, une certaine peur pour certains et certaines de voir leur métier se transformer. Ouais. Question extrêmement ouverte sur déjà, c'est quoi toi ta vision? Parce que tu as des développeurs effectivement dans ta boîte, donc comment est-ce que tu les amènes à travailler avec ces outils-là? Comment est-ce que vous vous inscrivez dans cette révolution de ce changement de métier? Comment est-ce que les LLM sont... Enfin, tu vois, une question très, très, très vaste. Je sais pas par quel... Il y a beaucoup de sujets. On peut y aller par étapes, Allez. si tu veux. Sur l'avènement des technologies qui permettent d'écrire du code de façon plus facilement en interne pour nous, on les utilise un petit peu dans les faits, et peut-être que j'ai pas trouvé les bons outils, et peut-être que certains de nos éditeurs ont trouvé les bons, et si c'est le cas, j'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien les connaître. Quand on a une code base qui a 12 ans, où on a quand même beaucoup de choses, beaucoup de frameworks internes qu'on a développés en interne, comme la plupart des boîtes qu'on travaille pendant longtemps, ça marche pas super bien. C'est-à-dire que les Copilot, ChatGPT, c'est très bien quand il s'agit de partir from scratch, en suivant les standards des derniers trucs, parce que ces modèles ont été traînés, c'est pas des modèles intelligents, ils ont été traînés sur des milliards de lignes de code, ils ont été traînés sur des choses qui sont du code open source, sur les standards de l'open source, qui est pas forcément, on essaye d'avoir des choses en interne qui sont aussi standards que possible, mais dans les faits, c'est pas comme ça que ça marche dans une boîte qui est établie. Le code chez Google ne ressemble pas à du code d'un open source, d'un package open source qu'on trouvera sur GitHub, et chez Bubble non plus. Donc on l'utilise. C'est pas aussi encore... ça n'a pas autant d'impact que ce que j'espérais au début. Okay. Après, je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur la question de traîner des modèles juste sur la base de code de l'entreprise, mais ça marche pas encore très bien. Après, et ça c'est la question plus profonde sur comment l'intelligence artificielle générative peut impacter ce qu'on fait, parce que si ça impacte la création d'applications par du code, ça va forcément impacter ce qu'on fait. J'ai envie de dire, c'est un peu la même vision d'ailleurs. C'est-à-dire que je parle toujours de ChatGPT, mais c'est un peu un placeholder pour GenAI en général, parce qu'il y a plein d'autres outils. Mais le fait de pouvoir taper en anglais ou en français à ChatGPT et de dire « crée-moi une application qui fait ça » et ça génère le code, c'est très similaire à la vision de Bubble. L'idée, c'est de permettre aux gens de créer des applications de façon plus rapide. Donc, on est très alignés. C'est un peu de la compétition pour nous. C'est un peu une menace, mais c'est aussi une opportunité parce qu'on a l'opportunité d'intégrer le même médium, qui est donc un prompt-based, c'est-à-dire le fait de taper un prompt en langage naturel, dans notre outil pour créer des morceaux d'application ou une application complète, une application Bubble. Et donc, c'est sur quoi on travaille. On a lancé quelque chose la semaine dernière, d'ailleurs, en alpha, donc c'est encore assez tôt, où les gens peuvent décrire l'application qu'ils veulent créer. Donc, alors généralement les gens tapent en anglais, mais je vais le dire en français, créer une place de marché pour tel type d'objet ou je sais pas, et on génère l'application qui n'est pas du code, donc on génère pas du code, on génère une application Bubble. Je pense que si on le fait bien, alors on est en alpha, donc il y a encore du travail pour bien le faire, c'est la combinaison gagnante, parce que le problème de l'intelligence artificielle qui génère du code, c'est bien, mais il y aura toujours un moment où il va falloir tweaker des choses et réparer des choses. Et c'est pas parce que l'intelligence artificielle d'ailleurs n'est pas bonne, c'est plus parce que l'être humain n'est pas bon pour écrire en langage naturel ce dont il a besoin quand il s'agit de créer une application. Et c'est-à-dire que le prompt ne marche pas très bien. Si ça marchait bien, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais la plupart des gens ont une très bonne expérience avec leurs développeurs. Dans les faits, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui adore ses développeurs. Et alors, quand c'est de l'outsourcing et un cabinet de développement externe, généralement, ils veulent les tuer et les crucifier parce que ça se passe toujours mal. Et ça se passe mal, pas parce que les développeurs sont pas bons, ça peut arriver, hein, y a des charlatans partout, mais souvent parce que le client n'est pas capable d'expliquer de façon non ambiguë ce dont il a besoin. Parce qu'en fait, il y a tellement de degrés de liberté quand il s'agit de créer une application que c'est compliqué de l'écrire sur un paragraphe. Alors dans les grosses boîtes, d'ailleurs, c'est pas un paragraphe. Généralement, c'est un PDF de 200 pages avec des gens qui font ça depuis 20 ans. Et ça se passe quand même mal. Donc c'est quand même compliqué. Donc il y aura forcément des trucs à réparer et à changer. Et donc, du GenAI qui va générer du code, bon, bah, c'est bien, mais il faut être un codeur. Et donc, on est revenu au problème initial, qui est que c'est 1% de la population mondiale qui sait coder. Donc, ça permet de faire plus de choses.
mais c'est pas c'est pas suffisant. Alors que je pense que si on crée quelque chose qui génère une application dans notre langage à nous, qui a l'avantage d'être beaucoup plus accessible, parce que notre langage à nous étant visuel, il est accessible par au moins 100 fois le nombre de gens qui savent coder, et ben là on a le meilleur des deux mondes. Et donc c'est sur quoi on travaille. Il y a du travail, c'est un peu plus difficile que de générer du code, parce que la plupart des boîtes d'ailleurs, des startups qui se lancent, qui créent des applications en générant du code, en fait, ils font pas grand-chose, parce que c'est Claude et ChatGPT qui ont fait le travail. C'était OpenAI et Anthropic qui ont traîné des modèles sur les milliards de lignes de code qui sont sur GitHub. Donc c'est plus facile d'avoir du code clean parce que les modèles ont été traînés. Nous, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a moins d'applications Bubble dans le monde et donc on doit faire du training de notre côté, du prompt engineering pour bien le faire. Mais donc ça va prendre un peu plus de temps. Mais si on arrive à bien le faire, ce sera beaucoup mieux que de générer du code. Okay. Alors je me permets juste une toute petite correction parce que tu as dit on a sorti un truc la semaine dernière. Je ne sais pas encore quand est-ce que ton épisode sera diffusé parce que ça se fait tout seul. Mais donc c'est début décembre, on peut dire. Non, 20 novembre. 20 novembre, ok. Donc il y avait ça. 2024. Est-ce que tu penses que dans un avenir plus ou moins proche, la majorité des applications et services seront créés par des outils similaires à Bubble ? Oui, bon, après je suis biaisé évidemment, mais oui, j'en suis convaincu. Oui. Et j'en suis convaincu parce que in fine, c'est la façon moins sexy quand même de décrire ce qu'on fait. Quelle que soit la résistance qu'on a de l'écosystème, quels qu'on soit des CTO, tu vois par exemple des directeurs IT dans des grosses boîtes, ils vont regarder ce qu'on fait en disant oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, mais parce que les gens ont leurs habitudes et tout ça, mais in fine, et encore une fois c'est moins sexy, ce que fait Bubble, c'est juste de réduire le coût de création d'applications par un facteur de 100 ou 50. On a du mal à savoir parce qu'il y a beaucoup de facteurs dedans, mais quand on pose régulièrement la question à nos plus gros utilisateurs, combien vous pensez vous économisez en utilisant Bubble par rapport à avoir une équipe de dev traditionnelle pour créer vos applications, et le chiffre qu'on entend c'est entre 50 et 100. Et donc c'est juste moins cher, et à un moment, les forces de marché... La quête de productivité et d'économie, parce qu'on est dans un monde où le monde de l'entreprise cherche, j'espère pas que de l'entreprise d'ailleurs, ça devrait être vrai partout, cherche à faire des économies et être plus efficace, fait que naturellement les gens, même s'ils résistent au début, vont aller vers les choses qui sont moins chères, et faire du Bubble c'est beaucoup 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 moins cher que de taper du code. Et donc oui, dans 50 ans, j'ai aucun doute et si c'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre, parce qu'il y a un besoin, il y a une opportunité pour faire des choses beaucoup moins chères, et donc les gens, naturellement, les gens iront. Même s'il y a de la résistance à très court terme. Sur quasiment tous les épisodes où on parle de solutions no-code ou low-code, je fais à peu près la même analogie avec le monde du cinéma, où il y a 50 ans, si tu voulais montrer un film au monde entier, il te fallait une équipe colossale, il fallait des équipements extrêmement chers, il te fallait des producteurs, des diffuseurs, des annonceurs, des machins. Maintenant, tu prends ton téléphone, tu appuies sur un bouton. Maintenant, il y a des films qui se font sur l'iPhone et qui sont de super qualité. Et c'est ça, c'est que ça n'empêche pas. Et on continue à faire du cinéma à l'ancienne, pour autant. Parfois bien, parfois pas bien. Il y a des trucs effectivement brillants qui sont faits avec des téléphones et des trucs nuls. Mais effectivement, on produit plus de contenu aujourd'hui avec nos téléphones qu'on n'en a jamais produit avec des caméras traditionnelles. Exactement. Et il y aura toujours des gens, de même qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent encore en argentique pour faire des photos. Il y aura toujours des gens qui resteront sur le code pour des usages particuliers. Et c'est très bien. Donc notre but n'est pas de remplacer le code. Souvent, on dit ça dans les médias. Les gens disent ça dans les médias, mais c'est une façon de simplifier les choses parce que c'est un peu catchy. Mais c'est pas ça. On n'essaie pas de remplacer le code. On essaie de rendre le code non nécessaire pour 95% des besoins. Ce qui est très différent. Mais il y aura toujours 5% des besoins où les gens continueront à faire du code. Même que, oui, pour faire des films, des gens travaillent encore avec des pellicules ou de l'argentique parfois. Ouais. Et puis, en plus, on pourrait aussi réduire le scope. Aujourd'hui, avec Bubble, tu peux créer une application SaaS, tu peux créer un site web. Mais si je veux faire un appareil IoT, par exemple, a priori, Bubble ne sera pas la... Pas encore, mais le mobile, parce qu'au bout de 12 ans, on n'avait pas encore de solution native mobile, mais le mobile sort l'année prochaine et c'est déjà en bêta en ce moment, utilisé par des utilisateurs. Donc maintenant, on peut faire des applications natives qui sont du vrai natif, pas de l'hybride, sur React Native pour iOS et Android. Donc l'IoT sera la prochaine plateforme. La difficulté de l'IoT, c'est que généralement, il n'y a pas vraiment d'interface graphique... Et donc Bubble est sans doute un peu moins adapté. Cela dit, on a un système de création de back-end, ce qu'on appelle les back-end workflows, qui sont en gros des flows logiques qui marchent par API, où on pourrait, j'imagine, faire plein de choses.
Ah, donc il y a quand même une ambition de partir sur tous les... sur à peu près tout... mon ambition à 50 ans, c'est d'être le standard dans 50 ans. J'espère que les gens veulent créer du logiciel quel qu'il soit. Le premier réflexe, c'est d'aller sur Bubble. Si il s'avère que on n'est pas dans les 95% des cas où ça marche, et que c'est 5% de même qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui font des 0 et des 1 pour certains trucs. Ils retourneront vers des trucs de plus bas niveau. Mais moi, mon ambition est d'être un standard. Donc si on est un standard, c'est-à-dire qu'on est partout sur toutes les plateformes. Ouais. Attends, et du coup, c'est-à-dire qu'on pourrait demain imaginer créer un LLM sur Bubble. Non, alors c'est typiquement, je pense, un truc qui restera dans les 5% où une interface graphique sera pas, quel qu'il soit d'ailleurs, je pense ne sera pas la bonne approche. Je me trompe peut-être, hein, je suis pas un expert en intelligence artificielle, donc, mais de ce que je comprends comment ça marche, j'ai du mal à voir comment on pourrait faire ça avec un logiciel visuel. Donc, on disait aussi tout à l'heure que tu ajoutes une nouvelle couche d'abstraction. Je me souviens en préparation, tu m'avais dit on s'en fout un peu de ce qui se passe dans les couches. En dessous, il y a effectivement ce parallèle comme quoi tu es plus proche de JavaScript que JavaScript ne l'est d'assembleur. J'ai reçu il y a quelques temps sur ce podcast, j'en parle de plus en plus, j'ai l'impression, le tech lead de l'équipe Android de Deezer, qui a tenu un propos qui est devenu un extrait TikTok, qui a été l'extrait TikTok le plus vu sur ma chaîne, où il disait regretter de voir de plus en plus de développeurs et développeuses d'entretien qui ne connaissent pas la différence entre TCP et UDP. Donc il y a eu une guerre dans les commentaires sur est-ce que c'est nécessaire de connaître ce genre de choses quand tu es développeur. Et du coup, je te pose la question, est-ce que tu penses, enfin tu vois, est-ce que vraiment on peut s'en foutre des autres couches, en sachant que, je te pose ça sur ce micro-là, où moi j'ai créé ce podcast parce que justement, ma conviction personnelle, c'est que pour être développeur, faut connaître plein de choses, tu vois, faut s'ouvrir les chakras, en allant découvrir d'autres technos, d'autres sujets, d'autres domaines, et que tout ça t'enrichit, ça te rend meilleur. Je pense que c'est pas nécessaire, non, mais c'est mieux. C'est mieux d'avoir de la culture générale. La culture générale technique, la culture générale en général. Mais je pense pas que ce soit nécessaire. C'est un peu le vieux monde. Ok. Sans être méchant. C'est un peu vieux monde. Sans être méchant avec la personne qui a dit ça, mais c'est un peu le vieux monde. C'est-à-dire que peut-être que c'est vrai pour ce concept-là aujourd'hui, mais il y a plein d'autres concepts où la plupart des développeurs ne savent pas comment ça marche. Combien de développeurs aujourd'hui savent programmer même en C ou en assembleur? Enfin, il n'y en a pas, quoi. Et ça se passe très bien. Donc, pourquoi ce serait vrai pour... qu'est-ce que c'était, la TCP, UDP? TCP versus UDP, ouais. Voilà. Pourquoi ce serait vrai pour ça et pas pour des choses, le BIOS ou des trucs de très bas niveau? C'est un peu arbitraire. Et à chaque fois qu'on va rajouter une couche sur le stack, parce que les gens, d'ailleurs, peut-être ne savent pas en anglais, mais stack, c'est une pile. Donc, c'est vraiment ce dont on parle. C'est-à-dire qu'on rajoute des couches sur la pile, quoi. Dès qu'on rajoute une couche sur la pile, ça fait qu'il y a moins besoin de savoir des choses. Donc, TCP, UDP, peut-être qu'aujourd'hui, dans le monde, peut-être ça a encore de la valeur, je ne suis pas sûr. Mais dans 2 ans, ça n'aura plus de valeur parce qu'il y aura les outils, l'abstraction, ce sera augmenté. Cette idée de rajouter des couches d'abstraction, d'ailleurs, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est l'histoire de la technologie. L'évolution des outils technologiques, en particulier en programmation, ça n'est qu'une création d'une couche à chaque fois, après l'autre, ouais. une couche après l'autre, qui font que les outils permettent d'aller plus vite, d'être plus efficaces. Encore une fois, parce que c'est moins cher. C'est là où je dis, c'est moins sexy. Et c'est moins sexy pour Bubble, mais moins sexy pour tout le monde. C'est qu'in fine, le but de ces trucs, c'est pas de créer des trucs, des plateformes qui sont plus plaisantes à utiliser pour les développeurs, en fait. On s'en fout. C'est de créer des trucs qui sont moins chers, parce que les gens ont besoin de créer des choses qui coûtent moins cher, parce que c'est ça qui permet... les forces de marché font que c'est les gens qui font des choses, qui paient moins d'argent pour faire des choses, qui grossissent. C'est le darwinisme du business. Hein. Et puis après, c'est peut-être aussi une question de distance entre les couches. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, quand tu es développeur, faire de l'assembleur, ça a peu de sens. Si demain on passe sur un environnement similaire à Bubble, effectivement connaître les couches réseau, en fait c'est une question de profondeur. Exactement. C'est pas la peine de creuser dans 8 couches. Si tu connais les 2 couches qui sont en dessous de toi, déjà c'est très bien. Mais après c'est de la culture générale, c'est jamais mal d'avoir de la culture générale, mais c'est pas nécessaire. Ouais, je vois. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel pour cette conversation. J'aurais 2 dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast IFTTD. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu voudrais partager avec l'ensemble des auditoristes? Oui, un livre que j'ai lu récemment, je ne sais pas si c'est un livre business, mais qui en l'occurrence dans le business m'a beaucoup aidé, ça n'a rien à voir avec la programmation, mais que je dirais en anglais, qui est How to Win Friends and Influence People,
donc comment gagner des amis et influencer les gens en français, qui est un livre, je crois, qui date des années 30. Donc c'est pas... Je lis assez peu de bouquins business personnellement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bullshit dans ces bouquins, mais ça c'est un livre déjà quand 100 ans plus tard on en parle encore, c'est qu'il a une certaine valeur, et qui m'a beaucoup aidé à essayer d'être un meilleur leader de gens, parce que maintenant c'est quand même mon boulot, hein. Ça fait plusieurs années maintenant que je n'ai pas écrit de code, et aussi dans la vie personnelle d'ailleurs, et en particulier dans un concept américain. Bon, moi je suis biculturel au sens où je vis aux États-Unis depuis 14 ans maintenant, mais je reste français avec les travers français qui ne sont pas forcément toujours compatibles avec nos amis ou d'outre-Atlantique. Je vois. Top, on mettra bien évidemment un lien en description. Et dernière question, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Tabulation. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Et merci à tous d'avoir assisté à cet épisode. J'espère qu'on vous a donné envie de découvrir Bubble, parce que c'est vraiment un outil sympa. Alors moi, je ne l'ai pas utilisé, vous le savez, hein, j'ai automatisé toute ma production de podcasts. Je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser encore, mais je commence à découvrir l'outil, notamment pour créer un outil SaaS autour de la production de podcasts. Donc j'espère que j'arriverai dans les délais que je me suis donné d'y arriver, mais en tout cas c'est un super truc, et je trouve qu'en termes effectivement de boilerplate, tu gagnes un temps fou, parce qu'il y a déjà tout un tas de trucs qui sont au final assez casse-pieds à faire, même pour nous en tant que dev, qui sont déjà là. Donc allez jeter un œil. Merci aussi de partager ce podcast autour de vous, de mettre un commentaire 5 étoiles aussi, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner, ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.